Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, pour la première heure, la proposition, je voulais vous dire quelque chose d'autre sur justement les différents regards que nous portons sur la réalité et non pas dire du mal des sciences, qui serait sot, et surtout étant donné nos formations communes, mais dire que il y a plusieurs façons, et Esteban, là, ça commence à me gêner que vous ne nous regardiez jamais, ni moi, ni personne. Ouais, ok, ouais. On va voir ça. Donc, moi, si je vous faisais le même coup, on dirait, je vous regarde, hein, Esteban, et je ne regarde jamais, en fait. Vous verriez l'effet que ça fait. Bien. Je disais... c'est ainsi, ça n'a pas toujours été ainsi. Depuis quand dater cela? Bon, certains auteurs parlent du XVIIIe siècle, parlent du siècle des Lumières. Il y a un modèle de rationalité qu'on appelle la science. Et quand on l'appelle comme ça veut justement dire qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle, car il n'y a pas la science, il y a des sciences. Donc, pour vous faire réfléchir à cela, à savoir que, bien sûr, notre formation scolaire nous conduit, sans très bien savoir pourquoi, à valoriser le modèle scientifique de rationalité. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Le modèle auquel nous nous référons pour dire ça, c'est rationnel, ça ne l'est pas. Modèle. C'est comme quelqu'un qui dirait, si on peut comparer les deux choses, pourtant d'importance vraiment très différente, là ce que tu portes, désolé, c'est tellement pas à la mode que c'est à peine des habits. Pardon? Et ça reste des habits quand même. Hein. Bon ben c'est un petit peu comme ça, je force le trait pour que vous me compreniez bien. Clara, vous voulez bien vous mettre là, que je vous vois, au lieu que vous vous cachiez tout le temps derrière votre camarade libre? Ben oui, c'est tellement plus agréable pour vous d'abord de me voir, et aussi pour moi. On a passé quelques heures sur un mythe dont Raja a rappelé les références tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que tout le monde en aurait été capable. Donc, Platon, né en moins 428, ça fait longtemps. Hein. Dans tous les lycées de France, en classe de philo, on lit encore Platon. Est-ce qu'on est des ringards? Non. Quelque chose nous a été transmis qui a encore sa valeur de vérité. Non seulement, depuis 26 siècles, la science, ça veut rien dire, a fait des progrès, mais encore, ce qui nous est proposé, la nature même de ce texte n'a rien de scientifique, et déjà à l'époque de Platon. C'est un mythos, un mythe, opposé au logos, un discours. Vous vous rappelez que logos veut dire plein de choses, ça va jusqu'à la faculté même de raisonner, puisque logos veut dire aussi raison, ça va même jusqu'au langage, mais ça veut dire un mot, une phrase, un discours structuré, un discours rationnellement construit. Donc, cette vérité qui pourtant ne repose pas sur les dernières découvertes en biologie. Le mythe d'Épiméthée et de Prométhée qui nous décrit comme des êtres dénués, à nu, qui seuls d'ailleurs connaissent la nudité, car un animal ne connaît pas la nudité. Il faut avoir, pour vivre l'expérience, de ne pas avoir ceci ou de ne pas avoir cela. L'animal ne connaît pas l'expérience, enfin les autres vivants, ne connaissent pas l'expérience d'avoir, au sens où nous la connaissons, avec tous ces mots qui sont formés sur le verbe avoir en latin. Eh bien, si vous avez à réfléchir sur le fait que, certes, la science formalise, construit notre perception du monde, et merci, mais il n'y a pas qu'elle à proposer une façon d'exercer notre raison. Les anciens, les antiques, le savaient bien eux-mêmes, puisqu'ils donnent, dans un énorme dialogue qu'on appelle le Protagoras, ils laissent une place de choix à ce qu'on appelle un mythe. Et Platon s'en sert souvent. Pourtant, on dira, mais le 5e siècle grec, avant notre ère, c'est le siècle où justement on invente la rationalité,
où naît la philosophie. Mais la philosophie n'a jamais dit non au mythe. Sinon, on ne comprendrait pas que dans les dialogues de Platon, il y a si souvent des mythes. Donc, qui se souvient, parce qu'on l'a dit, je crois, dans votre classe, qui se souvient du mot grec pour dire vérité? Donc, veritas, ça c'est le latin. Et vous avez dit quoi, mon Dieu? Veras, bon, bah, veras, je pense qu'il ne dit pas trop, mais c'est veritas. Ce serait pas, tiens, veritas, c'est pas un nom d'entreprise de sécurité. Yann, confirmé. Vous voyez comment on reprend tout. Non, donc c'est aletheia. Je vais écrire. A-L-E-T-H-E-I-A. Excusez pour le stylo. Donc, au-dessous des quelques notes que vous aurez prises, j'espère, aujourd'hui, vous mettez chemin vers le réel. Un truc comme ça. Enfin, qu'est-ce que la rationalité? Un mythe, un mythos, vous mettez OS au lieu de E. Un mythos, dans la langue grecque, quoi, n'est pas moins rationnel, en fait, qu'un logos, qu'un discours structuré selon les critères de notre rationalité, finalement, seulement. Un mythos, en tout cas, bon, si ça nous choque, même moi ça me choque un petit peu, qui veut pourtant défendre cette position, je dirais un mythe n'a pas moins de sens, un mythos n'a pas moins de sens qu'un logos. Le sens, on s'y retrouve, hein. Le sens, c'est la direction. Vers quoi tu veux aller? Vers le réel. La science, ce qu'on appelle la science, le modèle scientifique de rationalité, nous ouvre, nous ferait une voie vers cette fameuse réalité. Mais c'est peut-être pas la seule. Et les Grecs le savaient bien. Donc, un mythe n'a pas moins de sens, parce que c'est de l'ordre du discours quand même, faut pas rigoler, n'a pas moins de sens qu'un logos. Un discours structuré selon les critères de la rationalité scientifique. C'est un peu plus long, mais c'est un peu plus précis. Allez, donc. Ça veut dire quoi, aletheia? Alors, aletheia veut dire vérité. En grec. Quel est l'intérêt du mot grec pour dire vérité? Si on va chercher veritas, justement, ça n'a aucun intérêt. Je vous l'ai déjà fait remarquer. On a tous lu en tant qu'enseignant des copies sur la vérité. Et très souvent lu, vérité vient de veritas, qui veut dire vérité, retour à la case départ, on n'a rien appris. Tandis que le mot grec est très intéressant, surtout interprété par un philosophe qui s'appelle Heidegger, dont vous connaissez le nom. Qui se souvient, par bonheur, de l'ouvrage dont on a lu un extrait à propos de la question « Pourquoi y a-t-il de l'étang et non pas plutôt rien ?» Qui se souviendrait par hasard de l'ouvrage de Heidegger? Un truc avec métaphysique. Effectivement, un truc avec métaphysique. Mais c'est déjà beaucoup, puisque vous êtes la seule à vous souvenir qu'elle est métaphysique. Introduction à la métaphysique. La date de cet ouvrage, elle est vraiment très problématique pour nous. 1935, on en reparlera une fois. Mais en tout cas, pour ce qui est de la pensée de Heidegger, on peut lire quand même ce texte. Alors, Heidegger consacre un volume entier à la question de la vérité. Et il va commenter le mot grec. Il a sans doute lu plein de choses qui l'autorisent à dire ça, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette étymologie. C'est pas grave. Que dit-il? Il décompose le mot en A-letheia. Vous voyez comment ça peut s'écrire. Et il interprète le A comme un privatif. A, privatif, ce sont de amorphe. Amorphe, c'est ce qui n'a pas de forme. A, letheia, c'est ce qui est donc sans l'été. Qu'est-ce que le l'été? Ça, c'est un mot grec, c'est le voile. Le fleuve ou l'enfer, ou quelque part comme ça, qu'on appelle le l'été, c'est le fleuve de l'oubli. On recouvre les souvenirs. Donc l'été, c'est le voile. Aletheia, comment traduire? Le dévoilement, le sans-voile. La question, c'est de nous dévoiler le réel. Pensons, parce qu'on a beaucoup réfléchi ensemble sur la question « Que faisons-nous de ce que nous savons ?»
dévoiler le réel, ça peut faire mal. Normalement, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le monde m'apparaît toujours, par définition, autrement que je ne le voyais. Sinon, on ne parle pas de dévoilement. D'accord? Donc, par exemple, lorsque nous avons réfléchi à savons-nous vraiment ce que nous savons? Sous-entendu, que faisons-nous de ce que nous savons? Si je n'en fais rien, si je me conduis comme si je ne savais pas, bah, ça veut dire que je ne sais pas au fond. Que le monde ne s'est pas encore dévoilé à moi, avec toute sa beauté, mais aussi avec le contraire. Si je ne m'en indigne pas, si ça ne me fait rien d'apprendre ce que j'apprends, bah, c'est comme si je n'avais pas appris en fait. Donc le dévoilement a quelque chose de puissant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais encore, c'est pourquoi d'ailleurs, l'autre fois, Mehdi disait un mythe, c'est sensible, c'est une histoire, c'est un récit. Et tiens, on n'y est plus nous-mêmes sensibles. C'est une histoire, on s'y retrouve. Et du coup, on a un peu plus facilement, mais pas, c'est pas encore gagné, plus facilement accès à ce que nous livre comme vérité, comme dévoilement. Un mythe. C'est vous qui disiez ça l'autre fois. Bah, c'est à peu près la même idée. Alors, Heidegger et d'autres, il n'y a pas que lui, parlent de dévoilement à propos de la vérité. Il y a vérité quand tout d'un coup, attention, le monde se dévoile, pas seulement une chose. Pourquoi réfléchit-il autour de ça? C'est-à-dire que la vérité, le dévoilement a toujours quelque chose de global. Si par exemple, tu assistes à telle ou telle scène dans la rue qui te choque, qui t'indigne, qui te rend très malheureux, en te disant pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pas seulement une chose dont tu as été témoin, c'est de la possibilité de toutes sortes de choses. En apprenant une chose sur laquelle on dira par exemple aux informations que c'est une vérité, mais tu comprends que c'est dans ce monde-là que nous vivons, où une chose pareille est possible. Donc c'est pas, si vous voulez, ponctuel, circonstancié, c'est-à-dire ici et maintenant. C'est tout d'un coup le monde entier qui se présente à nos yeux différemment. Comme on dirait, ah, c'est donc possible. Est-ce que vous voyez cette idée de, à partir d'une expérience, c'est un monde entier qui se dévoile autrement? Ça ne veut pas dire que, enfin, je connais le réel tel qu'il est. C'est, je le vois désormais autrement que je ne le voyais. Et on n'a jamais fini tout ça. C'est-à-dire le réel en lui-même, on ne saura jamais à quoi il ressemble. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est des étapes de dévoilement. Comme vous disiez un jour Sobri, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais à quoi voit-on qu'on progresse? Au fait qu'on n'arrête pas de lâcher un monde pour en avoir un autre. Mais un monde entier. Surtout à l'âge où, n'est-ce pas, nous avons des informations qui nous viennent de l'autre côté de la planète, quoi. On peut avoir cette vision un peu unifiée. C'est la réflexion va s'arrêter. Et donc, deuxièmement, on ne va peut-être pas parler de l'exercice.